Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Unbullshit, la chaîne qui va mettre un terme au bullshit en informatique. Et aujourd'hui, on va parler d'API management. Et du coup, je me dis parce que la confusion elle se fait avec là dans le slide précédent, tu as marqué que ça inclut les API gateway parce qu'aujourd'hui on fait la confusion entre les deux. Tout à fait. Je vois beaucoup de gens se dire, par exemple, quand ils parlent de solutions pure API Gateway, ils parlent d'API Management, alors que c'est pas de l'API Management. Exactement. L'API Gateway, tu as tout à fait bien raison en fait, sur la confusion qu'on a. Il y a plusieurs personnes, en fait, même des gens, on va dire, hautement qualifiés de point de vue IT, et qui font la confusion entre API Gateway et API Management. Encore une autre fois, l'API Gateway, ce n'est qu'une composante de l'API Management. C'est-à-dire, en fait, c'est le composant, on va dire, technique, là, dans lequel tu vas processer le trafic qui arrive. Quand tu as une requête, en fait, une requête HTTP qui arrive, tu vas processer dans ton API Gateway. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Unbullshit, la chaîne qui va mettre un terme au bullshit en informatique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'API Management. Après avoir défini l'API, le concept et la définition de base dans un des podcasts que vous allez voir apparaître, aussi l'écosystème et stratégie API avec Kitty Saakashvili récemment, aussi le lien il s'affiche quelque part, et comme promis, on va commencer à découvrir cet écosystème. Et dans cette lancée, on va commencer avec API Management et le bullshit qui l'entoure et la confusion avec les API Gateway et les solutions survendues et tout. Et pour simplifier tout ça, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Nejmeddine Benouared. Bonjour Nejmeddine et bienvenue dans la chaîne. Bonjour Rafik et bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui vont nous voir plus tard et tous les abonnés en fait à la chaîne que j'apprécie bien. Merci beaucoup Nejmeddine, ça me fait plaisir que tu sois avec moi dans la chaîne aujourd'hui pour relever ce challenge. Ce que je te propose Nejmeddine, c'est de te présenter brièvement et après on attaque le sujet des jours. Parfait, je vais présenter brièvement. Je m'appelle Nejmeddine, je travaille principalement, j'ai fait une petite carrière quand même, quelques années de dev et par la suite et c'est depuis quelques années maintenant, je suis un peu dans le cloud. Je suis dans le cloud comme tout le monde, donc je fais de l'infra sur GCP principalement et en parallèle à ça, je fais aussi de l'API management, des sujets qu'on va traiter ensemble. Je suis un des experts API management, je suis traîneur GCP et APG, une des solutions d'API qu'on verra plus tard. Et aussi, je suis une GDE Google Developer Expert, c'est-à-dire reconnu un peu sur l'expertise et tout l'écosystème GCP d'une manière générale. Très bien, écoute, impressionnant profil, Nejmeddine, bravo pour ça et je te souhaite, je te souhaiterai une bonne continuation à la fin. Et moi, je t'ai rencontré durant les conférences, comme quoi, voilà, les conférences, allez aux conférences, faites des connaissances, élargissez votre réseau, voilà, et ça m'a permis de rencontrer par exemple Nejmeddine en échange pendant les conférences sur des concepts divers et variés. Et ça nous permet aussi voilà, de créer des liens via l'informatique tout court. Allez, on va attaquer le sujet du jour. C'est parti. C'est parti pour l'API Management. Et avant d'attaquer de l'API Management, comme on a fait durant les derniers podcasts, on rappelle la définition de base du concept aujourd'hui qui est API. Du coup, Nejmeddine, comment tu peux nous présenter et nous définir simplement ce que c'est une API? Effectivement, là, on va poser le décor. On va commencer dès départ. On parle de API management. Donc là, API, en fait, c'est le premier terme qu'on utilise. Donc, ça serait intéressant de dire c'est quoi l'API. Et tu sais, en fait, parfois, quand je parle dans les confs, merci de le rappeler parce que j'ai pas dit que j'étais speaker sur plusieurs fois. Speaker, oui. Effectivement, on se croise beaucoup dans les conférences. Parfois, en fait, il y a des gens qui ignorent ou pas, en tout cas, en fait, quand je dis qui pensent que même dans la vie du quotidien, vous n'êtes pas en train d'utiliser des API, en fait, sans le savoir. Il y en a parfois, en fait, des gens qui lèvent pas la main. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont un peu timides ou parce qu'ils savent vraiment pas, en fait, qu'ils utilisent les API. Donc, les API aujourd'hui, c'est le moyen de communication, j'ai envie de dire, en fait, de bas niveau,
Parce qu'on peut dire, en fait, c'est le moyen le plus simple ou de bas niveau qu'on peut avoir à interagir, qu'on peut utiliser pour interagir avec les différents systèmes. Quand je dis avec les différents systèmes, c'est un gros mot, mais quand vous prenez votre téléphone pour regarder le solde de votre compte, bah, vous êtes en train d'utiliser des API. En fait, vous les voyez pas, mais c'est ce qui sort en fait derrière depuis l'application mobile qui part vers le système qui va donner les informations sur le compte bancaire. Quand vous êtes sur une page web, donc pour aller réserver votre voyage, pour aller dans un beau pays du Maghreb, par exemple, là où il y a le soleil, il y a les plages. La Tunisie, je vais citer juste la Tunisie pour la promotion. Donc, effectivement, là, il y a des API, en fait, qui partent, en fait, en mode communication avec un back-end, en fait, qui existe quelque part ou qui vous ramène les informations. Donc, vraiment, les API, en fait, c'est le moyen. Ce que je dis parfois, c'est, quand je donne les formations dans les confs, c'est le moyen de communication de base. Le Ça a des avantages, il y en a beaucoup, hein, je vais pas citer tous les avantages, mais parfois, en fait, il y a des systèmes où c'est très complexe pour aller chercher une information depuis une donnée relationnelle, une autre, NoSQL, pour aller chercher dans un CRM ou tout ça. Donc, parfois, en fait, aller chercher une information qui vous paraît simple, la vie derrière, elle est complexe. Donc, les API sont là, en fait, pour simplifier un peu votre façon de communication. Donc, l'API, c'est là pour aller chercher ou alimenter aussi un système, hein, parce qu'on peut envoyer des données en fait via des API, donc pour aller trouver une information, récupérer la donnée ou alimenter un système derrière. Donc ça, c'est dans ce que vous voyez en fait dans ce slide-là, en fait, c'est un peu pour dire l'API, c'est votre point d'entrée pour n'importe quel système aujourd'hui, et c'est le moyen c'est le moyen le plus courant et le plus, on va dire, standard, si vous souhaitez faire quelque chose qui est aux normes d'aujourd'hui. Ouais. Heu, Aussi, donc tu peux m'interrompre Rafik, hein, si c'est pas très clair. Ouais, non, ça t'inquiète pas, vas-y, On expliquera davantage. bien sûr. Et quand on parle d'une API, il y a ce qu'on appelle le cycle de vie. Donc ça, c'est un exemple de cycle de vie. C'est pas l'unique, en fait, cycle de vie qu'on peut avoir d'une API, mais on peut en avoir, plusieurs cycles de vie qu'on trouve, sur internet ou qui sont promus par différents éditeurs ou par différentes communautés. Il y a des plus light, il y a des plus complexes, mais en tout cas, d'une manière générale, une API, qu'est-ce qu'on va faire quand on suit les bonnes pratiques? C'est tout d'abord, on va la designer. On va dire, voici ce qu'elle propose notre API, voici comment on communique avec, voici comment on la sécurise, voici ce qu'elle expose d'une manière générale. Par la suite, on va la développer. On va la développer, quand je dis développer, développer le back-end ou aussi on fait développer sur l'API management qu'on reviendra plus tard. On doit la sécuriser aussi. L'API, c'est bien, mais si c'est pas sécure, on a tout raté, j'ai envie de dire, sauf pour les API qui sont ouvertes, ça c'est un autre sujet. Après, il faut qu'on la déploie, il faut qu'elle soit disponible pour qu'on puisse y accéder. Parfois, juste le simple déploiement n'est pas suffisant parce que je peux déployer mon API en fait sur du cloud, elle est disponible, mais si elle n'est pas publiée, si je dis pas en fait et je crie pas haut et fort que voici mon API en fait qui existe, voici ce que je peux vous présenter, c'est que l'API en fait ne sera pas utilisé. Et généralement, quand on fait de la publication une pièce pour ça, on utilise ce qu'on appelle le déploy, qui n'est autre qu'une application web toute simple, qui permet de cataloguer, de proposer un catalogue d'API qu'une entreprise peut proposer en interne ou aussi en externe. Après, quand on suit les bonnes pratiques aussi, surtout la discipline SRI, le monitoring, c'est primordial. Si vous êtes en train d'exposer quelque chose, et là, je peux parler même dans le cycle de vie de développement de logiciels d'une manière générale, pas que l'API, si vous n'êtes pas en capacité de monitorer ce que vous êtes en train de mettre à disposition, là, ça va être un peu compliqué pour avoir un produit surtout fiable. Parce que si vous n'êtes pas en capacité de monitorer, vous allez rater potentiellement plusieurs problèmes que vous n'allez pas voir parce que vous n'êtes pas derrière votre écran à voir ce qui se passe sur votre plateforme en analysant les logs ou avoir des dashboards. Donc, il faut vraiment être capable de monitorer, d'analyser aussi, de voir c'est quoi la tendance, qui est l'API la plus utilisée, d'où est-ce qu'on appelle nos API, est-ce que ce sont des API qui sont utilisées depuis la France, en dehors de la France. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des insights, de savoir c'est quoi
la target ou c'est quoi les j'ai envie de dire, en fait, est-ce que vous êtes en train d'accomplir ce que votre API est supposé faire ou pas? En analysant, en fait, un peu les flux. Et la monétisation qui reste aussi un autre sujet. C'est pas tous les API qui sont monétisés, mais dans le cycle de vie, il faut commencer aussi à monétiser des API si vraiment il y a du business derrière. Donc ça, c'est généralement un cycle de vie euh, classique et, on va dire, détaillé un peu sur l'API. Ouais, la big picture autour du monde API. Je voulais juste revenir, Nejmeddine, par rapport à ce que tu disais avant, c'est que quand on pose la question aux gens, est-ce qu'ils connaissent ce que c'est une API? Bah, la plupart du temps, ils savent pas répondre les gens. Et ça, c'est d'une manière générale à tous les concepts IT aujourd'hui, hein. Ouais, Tu prends quelqu'un, tu lui dis, il est, voilà, par exemple, architecte cloud et tout, tu lui dis, c'est quoi le cloud? Et généralement, la définition, elle est différente d'une personne à une autre. C'est-à-dire, c'est soit on a mal compris, soit on maîtrise pas la base. Et voilà, donc ça, c'est vraiment important. Quand on sait pas, il faut le dire. tout à fait. Il y a aucun problème. On revoit les bases. Moi, je fais beaucoup le parallèle, tu sais, avec l'émission de Top Chef. Ouais, Il y a une épreuve où ils leur font couper. Voilà, c'est des chefs étoilés, des fois, c'est des experts en cuisine et tout. Ils leur font l'épreuve pour couper les légumes et tout. C'est-à-dire, il y a une technique pour couper la patate, il y a une technique pour couper la carotte et tout. Je trouve ça très bien parce qu'il faut revenir aux fondamentaux tout le temps. Donc voilà. Et si vous savez pas où aller, il faut venir de Unbullshit tout le temps et on trouve le bon contenu aussi. bonne promotion, tout à fait. Et je voulais dire, je me dis une question par rapport à l'écosystème, enfin le cycle de vie que tu exposes. Hormis le develop et le deploy, qui sont obligatoires, honnêtement aujourd'hui le design, je vois pas beaucoup d'entreprises matures dessus. Mais qu'est-ce que tu mets toi en priorité? Par exemple, moi, directement la sécurité, vu le contexte des cyberattaques qui fluctuent avec le temps, qu'est-ce que je suis obligé de mettre? Est-ce que par exemple l'analytics et le monetize, je suis obligé de les avoir? Ouais, moi si tu me demandes, peut-être je vais prendre la question d'une autre façon, c'est que qu'est-ce que je peux supprimer de toute Exactement, voilà, c'est ça. cycle de vie? Je dirais en fait, la monétisation. Ça pourrait être en fait la chose que je peux potentiellement et d'ailleurs c'est ce que je vois avec les clients avec qui je travaille. Il y a des clients qui arrivent, dès le départ, ils disent: «Oui, nous on veut vendre nos API, on veut les monétiser». Alors qu'on n'a même pas encore démarré en fait le programme d'amplification du SI. Je dis: «OK, là, on va le monétiser, mais mettons les bases et après on verra». Et on peut passer des mois, voire des années, en fait, avant d'atteindre l'objectif de monétiser les API. Donc, Ouais, la monétisation des API, ça dépend de la maturité, comme tu l'as dit, Rafik, ça dépend de la maturité de l'entreprise et aussi ça dépend aussi de l'écosystème du business en fait, que l'entreprise elle est en train d'offrir. Parfois, en fait, on peut être dans des entreprises où la monétisation, ça n'a pas de sens. Donc, il faut pas non plus à ce moment exactement. réinventer donc moi, le design, c'est important. Effectivement, tu as mis le doigt, en fait, sur quelque chose qui est très, très important. Parfois, les gens, ils savent ce que c'est une API, mais ils savent pas produire une API, ils savent pas designer une API. Et ça fait partie des choses, en fait, qui parfois, on peut penser que, on arrive dans des entreprises où, de point de vue technologique, ils utilisent les dernières, frameworks. On va parler du cloud, on va parler du serveur de on va parler du tout. Mais quand on dit: «OK, maintenant, ils ont de l'Angular, du React en front, ils ont plusieurs frameworks en fait back». Mais quand j'ouvre le capot pour regarder un peu à quoi ressemblent leurs API que je vais passer par exemple sur l'API management, je vais les sécuriser derrière une API management. Ben là, je découvre des choses en fait et tu me donnes une bonne transition pour la suite. Le prochain slide, je vais citer quelques bonnes pratiques à garder en tête. Très bien. La sécurité, c'est indispensable. Vraiment, la sécurité, en fait, si même aujourd'hui, on parle parfois du concept secure by design. Dès que tu commences à designer, tu dois penser sécurité. Et ça, c'est pas que dans la partie développement, même dans l'aspect De tous les jours. et tu Mmh. tu fais tout ça et tu déploies pas, en fait, tu mets pas à disposition ton API, c'est comme si tu as rien fait. Donc ça, c'est Bah oui. très Mmh. important. La publication, parfois, elle peut être, j'ai pas dû dire, en fait, c'est pas important, mais parfois, en fait, on peut, déprioriser un tout petit peu, mais pour moi, en fait, je dis: «Non, de toute façon, en fait, si on n'est pas là
à la disposition des équipes pour leur dire, tenez, j'ai cette API, parce qu'il faut trouver un canal en fait de communiquer sur les API qu'on expose. Les API en fait je suis une équipe qui fournit des données, par exemple clients, il faut que je sois capable de les mettre visibles pour une autre équipe en fait, qui veut les consommer. Et si j'amène une nouvelle fonctionnalité ou si j'amène une nouvelle, une nouvelle fonctionnalité, comme je disais, c'est le bon endroit pour que les autres équipes viennent voir ce que je propose. Ouais, très bien. Et comme je te disais, tu m'as donné une bonne transition pour le slide suivant. En fait, c'est quand je suis avec des entreprises, en fait, pour regarder un peu comment on commence à onboarder les équipes, en fait, pour l'utilisation des solutions d'API management qu'on l'entreprise a choisi, bah là, on découvre aussi des problèmes de design. Le problème du design, toujours, euh, malheureusement, on tombe sur du design en fait qui ressemble plus à du SOAP que du reste. Et surtout en fait, si on parle de l'APRS, parce que le SOAP c'est une API aussi, mais c'est notre façon de designer. Oui, Donc généralement, les gens quand ils filent du SOAP vers du reste, ben, ils gardent les anciennes façons de faire. Donc ils vont exposer plutôt des opérations, des actions, des méthodes, alors que dans le reste, en fait, tu vas faire une exposition de ressources. Donc là, tu dois penser ressources. C'est quoi la ressource? Qu'est-ce que tu es en train d'exposer? Pareil, on a parlé tout à l'heure de la sécurité. Donc le HTTPS, c'est non discutable. Parfois, en fait, quand tu exposes ton API, tu veux pas proposer autre chose. Quand on fait du reste, on se repose sur le protocole HTTP. Donc, ça sert à rien de rajouter dans l'URL de ton API, créer, je ne sais pas quoi, créer ta ressource, parce que le post, en fait, te donne la signification ou te donne la sémantique de l'action que tu es en train de faire. Quand tu récupères une ressource, ça sert à rien de dire get le nom de ta ressource parce que c'est la sémantique du verbe get qui va donner le sens de l'opération que tu es en train de faire. exactement. Les codes statiques, quand tu fais, quand tu designes ton API, il faut prévoir toutes les réponses que tu vas renvoyer en cas de succès, en cas de problème. Quand il y a le problème, est-ce que le problème il vient de l'utilisateur ou bien en fait il vient du serveur, chose qu'on doit essayer d'éviter. Donc, il faut penser à ça. Le versionning, alors là, en fait, il y a un petit débat sur le versionning, qu'est-ce qu'on fait, sur l'URL, sur un header et tout ça. Moi, je préfère toujours le versionning par URL. Mais déjà, en fait, quand j'arrive dans une entreprise, on me dit qu'on a déjà pensé le versionning, c'est déjà pas mal. Après, en fait, c'est un autre débat de design sur quoi choisir, alors que moi, je recommande toujours le versionning sur l'URL, qui est toujours très, très simple. Parfois aussi, on voit d'implémentation de choses custom en fait, qui dérivent un peu de ce qu'on peut trouver comme les standards. Par exemple, quand on fait de l'autorisation, il y a le protocole ou le standard OO2. Donc, ça sert à rien en fait d'inventer quelque chose de custom. Le jour où tu vas t'ouvrir vers le mode extérieur, ou même tu as deux équipes en fait qui s'ouvrent, bah, tu dois expliquer beaucoup, voire être trop dans l'explication sur comment je peux consommer ton API. Alors que si tu te réfères à un standard, c'est plus facile. Tu dis, bah, moi, je suis O2, tu vas faire de client credential, tu vas faire de authorization code ou code avec ou sans Pixie, donc c'est facile. Le standard, il est là. La gestion des erreurs aussi, en fait, il y a des RFC qui le font. Donc, tu vois, en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut garder en tête en termes de design. Et j'en passe, il y en a un, mais Oui. les partial response, faire du MTLS. Donc, il y a plusieurs aspects qu'il faut garder en tête. Donc, je pense qu'on a parlé beaucoup des API. Rafik, on bascule sur la Ouais, allez, c'est euh, parti. Maintenant, dis-nous ce que c'est le API management, très simplement, Nujumdin. il y a cette définition qui vient du Gartner, en fait, qui explique un peu ou qui donne un peu la définition de l'API management. L'API management, c'est pas un composant. C'est pas juste un composant. D'ailleurs, dans la deuxième partie, je dis bien, en fait, qu'une solution d'API management, c'est pas que l'API gateway. Parfois, on fait un peu le raccourci. On dit, ouais, j'ai mon gateway, mais c'est pas suffisant parce que quand tu fais de l'API management, tu as ton API gateway, ton developer portal, le dev portal. T'as aussi, il faut avoir une UI ou entre parenthèses, une application web en fait d'administration avec du reporting et avec de l'analytics. Donc tout ça ensemble avec des ressources, des process, des ressources humaines en fait qui sont là, donc vont définir ce qu'on appelle l'API management. Donc c'est une solution beaucoup plus large qu'une simple gateway pour gérer.
Quand, quand je parle de l'API management, ça pourrait être un exemple d'exposition d'API tout court. D'exposition d'API tout court, c'est-à-dire aujourd'hui avec l'IoT, on peut avoir 10 milliers, voire des centaines de milliers d'API qui sont exposés par une entreprise et que quelque part, si on n'utilise pas une solution d'API management, à un certain moment, ça va être du spaghetti. On ne sait plus qui a fait quoi et à quelle fréquence. Avec de l'API management, certes, on va rajouter un bloc central, mais ça va nous amener beaucoup plus d'avantages que j'ai pas envie de dire d'inconvénients, mais ça devient parce que ça devient une sorte d'architecture d'entreprise. Donc l'API management, c'est un bloc central qui va être le point d'entrée vers les API et le point de sortie vers les API backend. Et du coup, je me dis, parce que la confusion, elle se fait avec, là, dans le slide précédent, tu as marqué que ça inclut les API Gateway, puisque aujourd'hui, on fait la confusion entre les deux. Tout à fait. Je vois beaucoup de gens se dire, par exemple, quand ils parlent d'APIX, quand ils parlent de solutions pure API Gateway, ils parlent d'API Management, alors que c'est pas de l'API Management. Exactement. L'API Gateway, tu as tout à fait bien raison en fait sur la confusion qu'on a. Il y a plusieurs personnes, en fait, même des gens, on va dire, hautement qualifiés de point de vue IT, et qui font la confusion entre API Gateway et API Management. Encore une autre fois, l'API Gateway, ce n'est qu'une composante de l'API Management. C'est-à-dire, en fait, c'est le composant, on va dire, technique, là, dans lequel tu vas processer le trafic qui arrive. Quand tu as une requête, en fait, qui arrive, une requête HTTP qui arrive, tu vas la processer dans ton API Gateway. C'est là où tu vas mettre, je viendrai là-dessus plus tard, c'est là où tu vas rajouter de la sécurité, par exemple. C'est là où tu vas capter des métriques pour ton analytics. C'est là où tu vas checker est-ce que l'appelant de cette API-là, en fait, il a le droit de passer ou pas, et tu bloques au niveau de l'API Gateway. Donc, l'API Gateway, ce n'est qu'une composante, c'est là où le trafic va être reposé. Hum. Là, on voit bien, en fait, dans la définition de Gartner, on parle du dev portal qui vient en plus. Le dev portal, c'est pas là où on va processer les API. C'est une application web. Je dis toujours, c'est une application web qui va permettre de montrer ou d'exposer ou de publier surtout en fait les API, et aussi ça permet aussi de faire du self-service, parce que l'avantage aussi d'un API management, c'est d'avoir le self-service, c'est-à-dire un utilisateur d'une API ou un consommateur qui veut consommer une API à un certain moment, sauf si on le fait volontairement, il doit être capable de s'abonner sur les API qui les intéressent. On veut dire entre parenthèses, on le dit parce qu'on peut, pour certaines API critiques ou contractuelles, que même s'il y a une demande d'une consommation d'une API, on va de toute manière suivre un process contractuel, par exemple édition de contrat, ou vérifier le besoin, ou vérifier la légitimité du consommateur. Mais dans la plupart des API, en fait, une fois qu'on passe l'étape authentification au dev portal, donc du moment où on laisse l'utilisateur se connecter, il a le droit d'aller s'abonner aux API qui l'intéressent sans intervention humaine. Très bien, c'est très clair, merci. Ok, donc là, ce que je présente ici, c'est, j'ai envie toujours de dire, il y a des gens qui me disent parfois, oui, mais il y a toujours le débat, quel API manager, en fait, est meilleur que l'autre. Moi, je dis toujours, il y a des études qui sortent. Il y a des études qui sortent, en fait, là, qui sortent tous les ans, des études, bien objectives, qui vous donnent un peu la tendance du marché, et on va dire, c'est donner une sorte de score en fait aux solutions existantes, et il faut vraiment en fait se poser les bonnes questions avant de choisir la solution TML. D'ailleurs, en fait, au Happy ID, ça fait 3 ans, j'avais fait un talk en fait qui est disponible sur Internet, sur YouTube, qui dans lequel en fait je balaye toutes les questions qu'il faut se poser avant de choisir, de dire voici la solution que je vais choisir. Par exemple, une des questions qu'il faut se poser, est-ce que je veux une solution SaaS ou pas? Une solution managée ou pas? Est-ce que je veux une solution qui est hybride, ou plutôt aussi parfois que j'installe chez moi? Est-ce que une solution qui est cloud friendly ou non? Donc il y a plusieurs. C'est quoi le cloud en fait qui est adopté dans mon Android? Est-ce que j'ai des freins à l'utilisation tous les clouds ou non? Donc c'est des questions qu'il faut se poser d'ordre organisationnel, d'ordre technique aussi, et opérationnel, pour bien choisir la solution
qu'il faut. Euh, la question que tu vas me poser un peu, ça ramène quoi en fait? Même si on en avait parlé, mais je pense qu'il faut le dire, il faut le redire. Qu'est-ce que va ramener une solution d'API management? Et là, je me rappelle un de mes collègues, mes anciens collègues qui est parti chez un autre client d'ailleurs, en fait, qui m'appelle un jour. Il a entendu parler de la mise en place d'une solution d'API management que je ne citerai pas pour son client. Il m'appelle, il me dit, et le gars, techniquement, il est très très bien. Il me dit, je comprends pas pourquoi vous nous imposez à utiliser la solution d'API management. J'allais dire le nom. Alors que moi, je sais très bien exposer, je sais très bien sécuriser. J'avoue, c'est des API en fait qu'il est en train de créer, qu'il les expose sur du Cloud Run, une solution, un service de GCP. Je lui dis, OK, peut-être en fait à ton niveau, tu fais bien les choses, tu fais les choses dans des règles de l'art. Mais mets-toi au niveau de l'entreprise. Est-ce que tu peux, toi, de ton point de vue, me confirmer que tous tes collègues, tous les autres équipes font la même chose que toi? Tu as cette confiance en me disant, moi, je fais bien les choses, de me dire, mes collègues ou mon collègue de l'équipe à côté, il fait la même chose. Il sécurise bien l'API qu'il expose. Est-ce il met à disposition des dashboards de monitoring? Et là, la réponse était bien sûr que non. Donc là, je dis, à l'échelle d'une entreprise, on a besoin en fait d'avoir cette brique centrale qui va nous permettre de faire de la gouvernance. On est capable de centraliser tous les aspects de flux ou tout ce qu'on peut avoir à exposer ou à consommer dans une entreprise, d'avoir vraiment une brique centrale pour voir ce qui se passe en interne. Je lui expliquais aussi que dans une entreprise, parfois, il y a des systèmes legacy dans les banques ou dans les assurances ou peu importe, hein, même une petite entreprise, il y a des systèmes legacy qui sont pas capables j'ai envie en fait de d'exposer ce que je sais faire en API. Comment on fait? Est-ce qu'on part dans une refonte de notre système qui va durer des mois voire quelques années, ou j'essaie de trouver une solution qui va venir me proposer ou me permet de s'exposer d'une manière sécurisée. Donc, l'API management, elle est capable de ramener ça. Je parlais du SOAP. On n'a plus envie d'utiliser du SOAP pour X raisons. On ne citera pas aujourd'hui, mais exposé sur, je vais mettre du reste. Je fais quoi? Je commence à réécrire mes backends qui peut prendre des mois encore, voire des années, ou plutôt en fait je peux faire cette manipulation au niveau de l'API management ou aussi je combine plusieurs appels pour sortir ou pour renvoyer une réponse à mon API en fait qui soit la composition de plusieurs appels derrière que l'utilisateur ne va pas voir. Donc il y a plusieurs patterns qu'on peut implémenter avec ça. Et en plus, encore mieux, si on est en train de monétiser nos API, donc là, les solutions d'API management aujourd'hui, ils proposent des modules de monétisation qui vont vous permettre en fait de gérer d'une manière très simple la partie monétisation et voir du cashback. En fait, parfois, en fait, tu veux récompenser des équipes ou si tu as des startups en fait qui utilisent ces données en fait et tu veux les inciter à utiliser mieux, donc tu peux avoir des solutions de cashback ou des stratégies de cashback. Donc tous ces piliers, le découplage aussi, je pense que j'ai pas cité le découplage, c'est ça, ça permet de découpler un peu le backend là où vous avez les données avec ce qu'on expose. Donc, et là, ça nous permet aussi de facilement, faire la modélisation de ce qu'on expose avant d'attaquer parfois en fait le fond du problème, c'est-à-dire moderniser toute l'infrastructure ou tout le parc applicatif en fait qu'on a derrière qui va nécessiter parfois des mois, des années en fait pour le faire. Donc voici un peu Ouais. les grands piliers, on va dire, de l'utilisation d'une API management versus de ne pas l'utiliser. Ouais, c'est très clair, N'Djamedine. Après, moi, si on revient juste sur le slide précédent, et si je te dis une question, une question limpide, N'Djamedine. Ouais. On va faire plusieurs profils. Peut-être que ceux qui regardent le podcast du jour se disent, moi, je suis une entreprise ou quelqu'un qui est auto-entrepreneur qui a assez de budget pour proposer des solutions à ses clients en termes d'API management ou pour lui-même. On va dire une grande entreprise qui a du budget pour
acheter des licences, enfin, de solutions très avancées. Et VS versus des entreprises qui ciblent plutôt des, euh, des outils d'API management plutôt open source et libres, Ah, qui sont vraiment limités, certes, mais qui peuvent répondre à des besoins de base. Voilà, donc en étant tout objectif, parce que voilà, je sais que tu t'es bien présenté tout à l'heure avec une expertise dédiée à Google, mais voilà, dis-nous tout par rapport à ça. Le premier profil, Nejmeddine. J'ai assez de budget, je veux m'offrir la meilleure du marché. ouais. C'est vrai. D'ailleurs, en fait, tu as la réponse dans la. Oui, je l'ai la réponse. Tu as envoyé la réponse dans la On question. va dire top 3, top 3. Donc, on est en train de dire APG, c'est ça? On est en train de dire RPG, mais même, je pense à autre chose, c'est que ça dépend effectivement de ce qu'on veut faire. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce que je suis une petite entreprise où j'ai pas les moyens, de toute manière, par exemple, j'ai pas les moyens pour avoir une solution du marché, sachant que même aujourd'hui, les solutions, du moins celles que je connais très très bien, elles proposent des versions, on va dire light, euh, Ok. de la solution complète, qui est accessible, j'ai envie de dire, en fait, $300 par mois. J'essaie de ne pas trop avancer le chiffre. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas grand-chose Oui. même Ah. qu'il y a des particuliers qui peuvent c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est pas très compliqué. Encore une autre fois, pour les choix, moi, je pense qu'il y a des solutions qui se distinguent aujourd'hui dans le marché par la complétude des fonctionnalités qu'ils proposent. Tu l'as dit, je pense que je l'assume, hein. Moi, je Bah oui. suis sur GCP, donc je connais très, très bien le produit APG qui, pour moi, en fait, a une force majeure, qui est un produit qui est dans un écosystème beaucoup plus grand, qui est GCP. C'est-à-dire, quand on fait de l'APG, on peut s'étendre facilement et nativement sur d'autres services de GCP. Quand on fait de l'APG, c'est très très simple, c'est très très facile en fait de proposer une exposition privée des API, c'est-à-dire l'API exposé, elle est privée et le backend exposé, il est aussi privé avec des VPN, avec des load balancers qui restent privés. Je peux aussi s'étendre sur les dernières tendances du marché et des firewalls en fait de type WAF, peut-être que Cloud Armor, qui lui se repose sur le savoir-faire de Google. Je pense, parfois je donne l'exemple, est-ce que vous avez entendu un jour que l'API Google Maps a été hackée? Pourtant, en fait, elle sert énormément, voire des millions de personnes et des millions d'utilisateurs par minute, voire par seconde. Donc, on se repose sur du savoir-faire Google, mais pour moi, je reviens là-dessus, c'est le plus grand avantage, c'est une plateforme qui est complète. On peut l'utiliser, ça couvre énormément de use cases. C'est rare où les use cases qu'on n'arrive pas à adresser, mais surtout, en fait, on a tout l'écosystème Google Cloud. Après, il y a des compétiteurs que je vois assez régulièrement. Donc, il y a Kang, en fait, qui est une solution qui a montré un peu sa maturité, qui sont vraiment pas mal. Il y a aussi Gravity, qui commence petit à petit à sortir du marché français et voire européen, en fait, pour aller vers d'autres marchés beaucoup plus larges. Donc, généralement, ce sont les trois Ouais. solutions que je rencontre assez régulièrement, en fait, quand il y a des appels d'offres à répondre. Donc, je sais que ce sont des compétiteurs qui ont on va dire, le mérite en fait de proposer des solutions qui sont bien. Après, il y a des petits éléments en fait à placer sur Oui. différents critères, mais encore une autre fois, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Je renvoie encore une autre fois vers le truc que j'ai fait, c'est est-ce qu'on est mature? Est-ce que l'entreprise elle est mature? Est-ce que l'entreprise elle est sur le cloud? Est-ce qu'on a tout le potentiel humain, parce qu'il faut savoir que ces solutions-là, ils vont pas marcher tout seul, hein. Il faut les manager, il faut les mettre en place, il faut parfois les upgrader, il faut aussi développer des choses dessus pour exposer vos API. Donc là aussi, il faut voir un peu la marche à faire pour avoir ou bien en interne des gens qui sont capables d'opérer les plateformes que vous êtes en train d'utiliser, mais aussi un autre point qui est similaire à ce qu'on a vu avant quand il y a du langage de programmation. Quand on prend une solution, il faut aussi voir c'est quoi les ressources humaines qu'on peut trouver sur le marché. Parce que c'est bien d'avoir, si on achète, aujourd'hui, on achète une voiture que personne ne sait conduire ou trois ou quatre personnes qui savent la conduire.
c'est dommage, on ne pourra pas l'utiliser correctement. Donc là aussi, il faut avoir des solutions que, aussi bien en interne ou qu'en externe dans la communauté du tech, on est capable de trouver des personnes qui sont capables de les configurer, de les équiper et de les maintenir. Ouais, très bien. Et en termes d'outils open source et libres, j'entends parler, moi, de WSO2, là, et je crois qu'ils Oui, sont open source et libres aussi. tout à fait. Il y a WSUDO en fait qui propose, mais ils ont une version open source, mais après en fait ils ont une version Entreprise. entreprise et Ok. généralement pour les entreprises, certainement on va avoir besoin du support. Parfois on a besoin de comprendre sur des features en fait qui sont beaucoup plus complexes. Donc là, c'est vrai, la limite entre, open source, free Ouais. et on ramène rapidement vers le payant, à prendre en considération aussi. Il y en a Ouais. qui dès le départ, c'est pas des solutions open source, c'est payant. Après, ils essaient d'avoir des réductions ou d'avoir des plans de pricing qui sont accessibles. Ouais, c'est exactement ça. Après, il y a les freemium où ils ont certaines fonctionnalités gratuites. Et après, dès qu'on rentre dans des fonctionnalités assez sexy, on va dire, on commence à rentrer dans une offre en entreprise et c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Et même, Euh, pour ajouter à ça, même les solutions qui sont payantes, parfois, en fait, on propose des modules, en fait, complémentaires. C'est-à-dire le point d'entrée, ou le point de départ, c'est payant, c'est pas gratuit. Mais en plus du payant, en fait, il y a des modules, plus on veut plus de choses, plus on va payer. Donc ça, c'est oui, bien. ouais, c'est tout à fait normal. Euh, et du coup, Nejmeddine, donc là, tu nous as bien résumé. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur le slide d'avant. Ouais, là, on voyait tout. Là, c'était celui-là où tout était, voilà, tout était désorganisé. Et ça, ça, on le voit beaucoup hein, dans les entreprises. Il faut pas se dire si des gens regardent cette vidéo, enfin ce podcast, et que vous vous retrouvez dans ce spaghetti, on va dire. C'est tout à fait normal, hein. Donc, c'est une maturité à acquérir, comme disait Nejmuddin, je pense. Et derrière, un API management, si tu montres le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, il vient, on va dire, organiser tout ça. Euh, pour plus de conformité, avoir enfin, des flux propres et organisés niveau entreprise. Exactement. Surtout ce que tu es. Oui, oui, Ouais, Nejmuddin, vas-y. exactement. Donc, c'est uniformisé et surtout, en fait, du moment, en fait, on a un seul point d'entrée, en fait, à vos back-end ou les API qui sont back-end, qu'on qualifie de back-end. Là, on a beaucoup plus de facilité à venir sécuriser, à venir observer, à venir, en fait, apporter de nouvelles fonctionnalités si nécessaire. Alors que quand on était dans le modèle, le schéma d'avant, si je veux, par exemple, à l'échelle d'une entreprise, interdire tout ce qui est utilisation de l'API key, du simple API key pour passer sur du autre, ou OpenID Connect. Là, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas. Je pourrais inciter toutes les Ah oui. qu'on a dans les différentes parties à droite là, mais j'aurais aucun moyen en fait d'aller vérifier, aucun moyen de le faire. Par contre, quand je suis dans un système équivalent à celui-là, déjà, je serai beaucoup plus à l'aise en fait à proposer des choses, à les mettre en place. Là, on parle de la partie expulsion, mais quand on va parler aussi de la partie consommation, parce que dans ce schéma-là aussi, en fait, ce qu'on voit pas, c'est que à chaque consommateur, il va, se connecter à l'API backend et avec les particularités de chacune. Donc, c'est un casse-tête aussi côté consommation. C'est pas que juste côté, celui qui fait l'API. Alors que là, on va proposer une seule façon uniforme qui va permettre, comme je disais tout à l'heure, via un dev portail, par exemple, qui va permettre à l'utilisateur d'avoir au consommateur de l'API parce que c'est ça notre target, hein. Notre target, c'est bien de faire des API, mais s'ils ne sont pas consommés, ça veut dire qu'on est en train de faire, d'implémenter un besoin qui n'existe pas. Pour rien, Ouais. 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 Alors que si on est dans ce cas-là, avec un dev portable, donc c'est l'utilisateur qui vient, c'est toujours la même expérience consommateur qui vient voir les API, les comprendre via les specs, le Open API Specification, comprendre comment ça fonctionne, s'abonner, et après, encore une fois, de s'abonner, ça pourrait être automatique ou nécessitant en fait une validation des équipes en fait qui les exposent. Oui, très, très clair, N'Djamena, et à partir de ce moment-là, moi, ce que je vous constate aussi, c'est que, il y a une difficulté par rapport aux publications. Là, tout à l'heure, on a parlé de publish et ce que je vois dans certaines entreprises, c'est que
À chaque fois, il y a une API à consommer, ils se disent: «Mais elle est où? Elle est où sa doc? Qui dois-je appeler?» Tu contactes quelqu'un qui te dit: «Non, je sais pas, c'est l'autre équipe» et avec, un API management, Et voilà, là, on perd moins de temps et donc l'impact ROI, en plus de tout ce que, ça a cité Nedjmeddine, il est important. Parce et qu'on a, le publish direct, les docs et on peut tester et voir comment et elle est calibrée, quoi. je pense, Rafik, ce qu'on va faire, c'est que et je vais basculer sur, un exemple de dev portail, en fait, qui montre, noir sur blanc, en fait, qui montre, de manière très, très claire l'apport d'avoir une solution d'API, un dev portal. Par exemple, si je vais, sans faire la promotion à Mercedes qui n'ont pas besoin de moi, en fait, de faire la promotion, donc Ouais. dev portal. Vous allez voir parce que là, je cite, et ça c'est parmi les meilleurs des portails en fait que moi que j'apprécie parce que c'est simple, c'est très user friendly. On parle de produits, donc on parle de produits d'API. Donc là, vous voyez par exemple, c'est tous les API que Mercedes peut proposer aussi bien à des comment dire des consommateurs ou des propriétaires de Mercedes qui ont des voitures Mercedes, mais aussi à des différents startups en fait ou différentes autres entreprises ou partenaires à Mercedes, par exemple des agences de location qui veulent gérer le parc avec des voitures Mercedes. Et par exemple, si je prends cette API-là, je prends au hasard, hein, donc je n'ai même pas préparé ce que je vais prendre. Donc là, vous allez avoir les informations nécessaires sur l'API avec le modèle de pricing. Par exemple, celle-là, c'est une API en fait qui est proposée monétisée. Donc dès le départ, je peux pas l'utiliser sans monétisation. Et vous voyez par exemple là toute la partie spécification, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc là, je suis en train de, bon, là c'est une command management. Bon, il faut lire un peu en fait pour comprendre. Bah, oui, Ou bien par exemple, si j'essaie de voir celle-là avec les specs en fait qui sont bien définis avec les différents c'est opérateurs. génial, ouais. Je prends un autre exemple. Avant, il y avait une API qui me paraissait très très simple et c'était pour voir le niveau de carburant. Peut-être elle a été retirée ou pas, je suis pas certain, mais en tout cas, ce sont des API qui vont, par exemple, là, en fait, pour avoir la localisation de la voiture, savoir en fait Ouais, elle est où ma voiture. Donc là, vous voyez, en fait, là, vous avez les spécifications Park Data et là, en fait, elle renvoie, on explique bien les différentes. Tout à l'heure, je parlais des codes sources, des codes HTTP, pardon. Donc là, on parle si un appel, il y a que des 200. Bon, après, je pense que même Mercedes, un petite remarque de ma part, rajouter les codes, parce que ça manque un peu. Donc, il y a différentes choix aussi. En fait, je vois bien ici que par exemple, ils ont adopté le versionning en fait sur le retour. Ça, c'est encore une autre fois, c'est un sujet de débat. ouais. Mais en tout cas, c'est bien. La volonté, elle est là. Du moment où c'est facile à utiliser. Donc là, par exemple, vous voyez, tout de suite, en fait, en lisant un peu leur doc, je comprends en fait c'est quoi, qu'est-ce qu'elle propose. Vraiment, en faisant aucun effort, je comprenais en fait qu'est-ce qu'elle propose avec des choses qui sont claires, la latitude, la longitude, en fait, à quel moment et tout ça. Donc c'est vraiment très très simple comme démarche. Ça, c'est un bon exemple de dev portal en fait qui permet d'exposer, de montrer qu'est-ce que vous pouvez proposer en API. Très bien. Bah, merci beaucoup, Nedjmeddine, pour cet exemple très concret qui vient un peu traduire tout ce qu'on a dit depuis le début. Maintenant, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. On a abordé énormément de choses. Donc, définition de base d'une API. Ensuite, on est parti dans le cycle de vie des API. Voilà, la stratégie, cycle de vie, un petit rappel. On a un podcast dessus qui en parle en détail. Et on a parlé focus API management. Maintenant, s'il vous plaît, ne confondez plus API gateway et API management. C'est ça. L'API management, c'est, on va dire, la maison. Et l'API gateway, c'est une chambre. Voilà, donc c'est une chambre qui fait partie de la maison. Donc ça, c'est très important à savoir. Maintenant, Najmuddin, merci beaucoup pour toutes ces explications. Peut-être un mot de la fin. Voilà, un conseil pour ceux qui veulent se lancer, qui projettent, qui font des API aujourd'hui, qui veulent se lancer de l'API management. Euh, Mot de la fin, hein. Tout d'abord, je te remercie beaucoup, Rafik, pour ce que tu fais parce que honnêtement, c'est un bullshit en fait, c'est bien parce que parfois en fait on voit des concepts. Moi, Oui.
quand je connais pas un truc, je me documente, je demande. Et venez en conférence. Parfois, c'est là où vous allez trouver les bons interlocuteurs, en fait, pour poser des questions très pertinentes. Parce qu'il faut savoir, pour être speaker dans une conférence, c'est pas automatique. Mmh, Donc, il y a mmh. tout un process et la validation aussi du topic. Donc, en tout cas, essayez d'aller en conférence. Il y a énormément de choses à voir. Suivre la chaîne un Bullshit, je te fais parce qu'il y a des sujets qui sont intéressants et même ça me donne aussi d'autres idées à penser, à d'autres sujets. On peut en discuter, Rafik, tu vois? En fait, pas Oui, bien sûr. différence entre de l'API management, du service mesh et de l'iPaaS. Parfois, en fait, aussi, on peut avoir des confusions quand est-ce que utiliser l'un ou l'autre. Surtout, je pense que maintenant avec l'IA générative, c'est beaucoup plus simple, en fait, mais ça pourrait être un point d'entrée pour aller se renseigner, documenter, euh, documenter sur les différentes technologies d'une manière générale. Ouais, très très bien. Bah, merci beaucoup, Nedjmeddine, de nous avoir donné ce podcast aujourd'hui. C'était vraiment, on a appris pas mal de choses. Merci pour tes messages, tes feedbacks. N'hésite pas à revenir dans la chaîne. Je crois qu'on a parlé d'un autre sujet. Tu en as cité quelques-uns. On a parlé aussi de JWT aussi. C'est un concept qui est très mal compris, confus aussi. Donc n'hésite pas à revenir, on en parlera. On aura tout le temps, on aura toute l'année. La vie est devant nous, la vie est belle. Ah, Merci encore une fois, Nejmeddine. Alors, pour clôturer ce podcast, comme d'habitude et comme l'a rappelé Nejmeddine, abonnez-vous à la chaîne, partagez, parlez autour de vous. Euh, Aussi, si vous avez aimé, dites-le en commentaire. Et si vous n'avez pas aimé, dites-nous ce qu'on doit améliorer. Ça, c'est très important. D'habitude, des fois, je dis si vous n'avez pas aimé, dites rien. Mais bon, non, non, il faut nous dire ce qui n'allait pas. On est toujours preneur. Et comme d'habitude, que la fin du bullshit en informatique commence. À bientôt. et au revoir.